Pourquoi ce webinaire? Donc, on est dans le cadre d'un cycle de webinaires qu'on a initié en 2021 avec Promotion Santé, qui est une association basée en Auvergne-Rhône-Alpes qui fait de la prévention et de la promotion de la santé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver notre site internet. On est aujourd'hui ou cette semaine plutôt dans le cadre de la journée de la santé mentale positive qui est portée par les ambassadeurs de la santé mentale, qui sont également présents ce matin avec nous. On leur donnera la parole tout à l'heure puisque le déroulé, ça va être une petite heure, d'intervention avec un état des lieux sur, éco-émotions jeunes et enjeux climatiques, partage d'expériences d'actions éducatives de la part d'Adeline notamment et une sélection d'outils à vous partager. Ensuite, on laissera la parole à 3 ambassadeurs santé mentale de la région. Puis on prendra un petit temps en sous-groupe qui permettra d'échanger et de faire remonter vos questions pour qu'on puisse ensuite, tous les, 5, puisque nous serons 5 à intervenir avec les 3 ambassadeurs, y répondre et on terminera vers midi, à midi. Alors, état des lieux, je vais vous parler de l'éco-anxiété, les éco-émotions, l'éco-lucidité avec des petits points de vigilance. Donc d'abord l'éco-anxiété, on peut dire que c'est un mot parapluie. Dans le sens où, c'est un mot qui exprime les émotions qui nous traversent quand, on aborde le changement climatique. Il y en a plusieurs qui sont utilisés. L'éco-anxiété, donc on avait au départ utilisé ce mot-là parce que ça faisait référence à l'anxiété, donc ce qui était nouveau, c'était pas le ressenti en lui-même, mais bien la cause qui générait cette anxiété, donc le changement climatique ou les menaces constatées, sur l'environnement. Il y a le terme de solastalgie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous les cite quand même pour que vous les ayez en tête. La solastalgie, là, on a plus une dimension de mélancolie face à un dégât constaté. Donc c'est un environnement, un lieu de vie qui a disparu ou qui a énormément changé. Le mot effondralgie, là, prend la dimension plus systémique des crises. On va au-delà des enjeux écologiques pour prendre en compte, la détresse liée aux crises systémiques, aux effondrements, sociaux et environnementaux. Et le terme éco-émotion là qui permet d'aller vraiment sur tout un éventail d'émotions et de sentiments, pas seulement, enfin voilà, pas seulement la dimension d'anxiété, mais vraiment plus large donc ça peut être, la surprise, la colère, la peur, la culpabilité, l'indignation, mais aussi, la joie, la fierté, l'espoir, l'empathie notamment quand on passe à l'action ou qu'on, voit aussi, les belles choses qu'il y a dans notre monde. On vous passera aussi le support PowerPoint, donc vous aurez tout ça, ensemble. Je vais prendre par contre la définition de Inès Lopez que j'aime bien parce qu'elle est vraiment très large et du coup on va partir de là en fait pour cette matinée ensemble quand on parlera d'éco-émotion, d'éco-anxiété, peu importe le terme, l'important c'est de parler donc de tout, que ce soit l'anxiété ou les éco-émotions qui sont liées au changement climatique ou aux bouleversements, effondrements environnementaux et sociétaux. En lien avec une expérience directe, donc un vécu, personnel, par exemple d'une inondation, d'un incendie, ou indirect, quand on entend des nouvelles à la radio, par exemple. Ça peut être dans un rapport au passé, une perte de la biodiversité, au présent, quand on voit, par exemple, une forêt, abattue, ou au futur, quand on se projette vers un avenir invivable. Et du coup, tous ces ressentis-là peuvent être, à différents degrés, bien sûr, selon les personnes, selon les moments et vont être en lien, on y reviendra, avec les ressources psychologiques individuelles, avec le tissu relationnel familial et avec le contexte politique, et social de chacun. Ce qui est important de noter, en tout cas, c'est que l'éco-anxiété, c'est pas une maladie, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est référencé, comme un trouble mental, par exemple, dans les manuels, de psy. Au contraire, ce qui est, mis en avant aujourd'hui, c'est que c'est une réaction, saine, en empathie avec la planète. Là, on peut dire qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé mentale, ils s'accordent pour dire que le deuil écologique, si on peut dire, les sentiments de colère, de culpabilité, de peur, de honte, d'anxiété, de désespoir, c'est une réponse qui est naturelle, qui est légitime en fait avec, à la perte écologique qu'on perçoit ou qu'on vit et donc plutôt que de considérer ces émotions comme, des difficultés qu'il faudrait éviter, à soi ou, notamment aux enfants ou aux jeunes, on peut essayer plutôt de les voir comme des réactions humaines qui sont saines et qui sont, en empathie directe avec la planète et donc à mettre en avant et à utiliser comme moteur. J'ai pris quelques citations, Charline Schmerber: «L'éco-anxiété est une réaction saine dans un monde qui s'ignore fou».
Tanguy Descamps et Maxime Olivier, qui sont des citoyens et activistes qui ont écrit un petit livre, «Vivre avec l'écolucidité». L'angoisse que nous vivons n'est pas une pathologie, mais une réaction légitime qui nous rappelle que le souci du vivant est notre inclinaison naturelle. Et puis Alice Desbioles, qui est une médecin, généraliste qui a publié plusieurs ouvrages, et articles sur le sujet. Les personnes éco-anxieuses sont finalement des personnes qui sont rationnelles, lucides, dans un monde qui ne l'est pas. Donc voilà, on peut partir de ce principe-là aussi, reconnaître cette, lucidité. Par contre, ça ne doit pas empêcher d'avoir un certain nombre de points de vigilance. Notamment, quand la détresse, elle persiste, qu'elle devient envahissante au quotidien, là, on peut faire le parallèle avec le deuil, quand un psychologue reçoit, par exemple, en cabinet, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, pour, traverser un deuil. C'est pas parce que la personne est malade, c'est parce que, c'est normal, en fait, de ressentir de la détresse face à ce type de souffrance. Par contre, parfois, ça va devenir le deuil va persister, devenir persistant, envahir le quotidien et là, en fait, ça peut devenir un deuil pathologique dans le sens où ça va prendre des formes plus, avec des troubles, psychiques associés et donc on peut faire le même parallèle avec, l'éco-anxiété, les éco-émotions qui sont une réaction normale, mais qui peuvent parfois mener à quelque chose qui va trop loin. Donc, faire attention à ce moment-là. Et aussi, être vigilant avec, les personnes qui ont des difficultés ou des fragilités préexistantes, parce que ça peut renforcer, leur détresse préexistante ou la détresse face aux enjeux climatiques. On peut prendre l'exemple, quelqu'un qui aurait, un penchant pour les addictions ou un environnement familial, ou amical, très peu soutenant, va avoir plus de mal, peut avoir plus de mal à faire face à certaines nouvelles, difficiles qu'on peut entendre, parfois au quotidien et du coup, dans le cadre, de ces de ces personnes-là, en particulier, mais pas que, hein, en tout cas, l'accompagnement par un ou une psychologue, ça peut être quelque chose d'utile. Si possible, une psy qui soit sensibilisée aux enjeux écologiques, puisqu'on sait que quand, les personnes vont vers un psy, parfois ils lancent des petits indices sur, ces difficultés liées aux émotions liées au changement climatique, mais les psys ne l'entendent pas toujours. Il faut être un petit peu, avoir l'oreille attentive. En tout cas, si vous voulez creuser là-dessus, je vous renvoie vers une conférence qu'on a organisée, il y a 2 ans, pour les professionnels de la santé mentale et où il y a eu toute une discussion sur cette place-là et sur comment, développer cette attention particulière en tant que psy, qui était très intéressante. Ensuite, je voulais vous dire un mot des ressentis, quand c'est des émotions difficiles qui vont être ressenties, à quoi ça peut ressembler. Donc il y a pas un profil type particulier. Il y a d'ailleurs, des échelles de mesure que certains psychologues ont pu, développer. En tout cas, là, j'ai fait un petit panel de ce qui peut ressortir dans la littérature. Donc en tout cas, le stress à l'évocation de la crise climatique, c'est un premier. L'anxiété quand, on anticipe les effets du changement climatique ou l'impact de son propre mode de vie. Donc là, on parle de, la responsabilité personnelle qui peut être ressentie comme, très forte. Tout ce qui est les ruminations, ne pas pouvoir s'empêcher de penser aux dommages environnementaux passés, à venir, ça ne veut pas s'arrêter. Des manifestations somatiques, des troubles du sommeil aussi, des altérations de l'humeur, avoir du mal à travailler, à s'amuser, se sentir sur les nerfs. Il peut y avoir des profondes, remises en question de choix de vie, des bifurcations professionnelles importantes, des personnes qui décident de ne finalement pas avoir d'enfants ou des évolutions importantes dans des relations interpersonnelles. Voilà pour la première partie qui était sur de quoi on parle. Si vous voulez approfondir certains points, on pourra y revenir en deuxième partie de cycle du webinaire. Heu et maintenant, je vais vous donner quelques indications donc sur de qui on parle. Donc on va parler de la population générale, des populations vulnérables et un focus sur les jeunes. Donc effectivement là, si on regarde, les Français, donc on a 76 des Français inquiets à propos du changement climatique. 87 qui pensent que le phénomène va s'accentuer et 89 qui jugent que les actions, quelles qu'elles soient, sont insuffisantes. Donc on est sur une prise de conscience qui se généralise. Par contre, c'est important, de noter qu'il y a des populations qui vont être plus sujettes à l'éco-anxiété ou aux émotions difficiles, de ce type, notamment les populations qui sont très informées, sur les problèmes climatiques, les populations qui sont en lien fort ou régulier avec la nature et les populations les plus vulnérables parce que, bien sûr, elles subissent un plus grand impact du dérèglement climatique et des crises en général
et qu'elles vont parfois souvent avoir moins de pouvoir ou de prise sur les événements. Donc là, on peut parler des jeunes, des personnes âgées, des personnes qui ont déjà des problématiques de santé mentale, les personnes, économiquement ou socialement défavorisées, handicapées et cetera. Et on peut noter là que pendant longtemps ou les premières années où on a parlé d'éco-anxiété, on avait un peu un préjugé sur, un stéréotype sur le fait que ce soit quelque chose qui soit, des blancs riches, de pays riches, plutôt jeunes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est en train de vraiment évoluer. C'était vraiment un stéréotype et puis, cette visibilisation médiatique, des liens entre le changement climatique et les catastrophes naturelles qui sont quand même de plus en plus nombreuses et vécues par de plus en plus de personnes, en France, par exemple. Ça contribue à cette prise de conscience et puis le fait qu'on soit nombreux à mettre en avant, l'idée que, les populations défavorisées ou vulnérables vont ressentir ou ressentent déjà un impact plus fort de ce changement climatique. Si on regarde chez les plus jeunes, donc chez les 7-18 ans, il y a une enquête, sur ces jeunes-là. Le ressenti majoritaire, c'est plutôt de la colère, de la frustration, de la culpabilité, de la tristesse, mais il y a peu de signes d'anxiété significatifs, contrairement aux plus âgés, où là, il peut y avoir des signes d'anxiété qui, apparaissent. À chaque fois, je vous ai mis les liens vers, les enquêtes, les études ou les ressources que j'ai utilisées pour, ce support. Donc les jeunes sont inquiets et ils sont, déçus par l'inaction politique. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en première ligne, donc ils ont l'impression, légitime que ça fait que commencer, que le pire est à venir, l'inquiétude parce qu'on va vivre des périodes, difficiles, des périodes de transition. Enfin, quand on a la vie devant soi, c'est une perspective, au long cours. Se rajoute un sentiment d'impuissance ou de ne pas être entendu. À droite, j'ai mis la petite image du livre de Laëlia Benoît, qui est une pédopsychiatre, qui travaille beaucoup sur, les questions d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes, qui a publié, plusieurs recherches, qui fait pas mal d'interviews intéressantes sur lesquelles je me suis beaucoup basée, pour cette intervention et donc ce livre Infantisme qui est une notion en gros c'est une discrimination envers les jeunes ou les enfants avec, de l'infantilisation, de la dévalorisation, des préjugés. Si vous voulez aller plus loin, il y a des choses sur internet. En tout cas, du coup, le fait d'être jeune, ça peut, renforcer ce sentiment d'impuissance, de ne pas être entendu. Également important et elle met vraiment ça en avant, Laëlia Benoît et ses collègues, qui ont fait, une étude transnationale sur le sujet, c'est le rôle de l'inaction des adultes et des politiques. En fait, ce qui fait le plus souffrance, au-delà du constat d'un monde qui s'effondre, c'est le fait que les adultes et les politiques n'ont pas, de réponse, appropriée ou assez forte, pour faire face, à ces menaces-là et c'est ça qui est, le plus difficile, à vivre pour les plus jeunes d'entre nous. On voit du coup que la détresse émotionnelle plus le sentiment d'impuissance, quand, il y a pas de passage à l'action par exemple, ça va faire, soit, renforcer cette détresse, soit faire, un mécanisme de protection avec, on va profiter à fond, on fait un peu l'autruche, on oublie et du coup, ça peut être souffrant. Ce qui ressort beaucoup des enquêtes, c'est que l'anxiété et la détresse climatique, elles sont vraiment significativement liées à la perception par les jeunes d'une réponse gouvernementale qui n'est pas adéquate, avec un sentiment de trahison qui peut y être associé, de la colère, et cetera. C'est vraiment important de travailler sur cette, réponse en fait, des adultes, et de la société face à aux enjeux écologiques. Donc on a des jeunes qui sont inquiets, qui sont déçus par l'inaction politique, mais qui pourtant passent peu à l'action. Là, je vais vous montrer des chiffres qui sont, il me semble pas, issus d'une enquête française, c'était une enquête transnationale, mais c'est intéressant quand même à étudier. Il me semble que c'était en Australie. Moins de 50 des jeunes, interrogés avaient engagé des actions pour réduire leur empreinte carbone, par exemple. Il y en avait plus de la moitié qui parlaient rarement ou jamais du climat à leurs amis et à leur famille. Donc là, on y reviendra aussi, mais ce tabou qui parfois, se met en place, quand, la famille, les éducateurs, les craignent de parler du sujet pour, protéger les enfants. Mais en fait, le tabou s'installe et du coup, il y a plus de parole et du coup, ça va être plus compliqué derrière. Heu, donc c'était intéressant à noter. Il y a d'autres enquêtes qui ont été publiées, je les passe, mais vous les aurez, dans le support.
et je vais laisser la parole à Adeline pour justement analyser un peu comment on peut, accompagner ce passage à l'action qui, chez les jeunes, commence mais n'est pas forcément encore, très développé. Donc on va parler des verrous, du passage à l'action et puis moi je reviendrai sur le rôle des adultes et des éducateurs. Et donc, avant de parler du passage à l'action, c'est déjà comprendre quels sont les verrous. Donc là, il y a certaines choses qui ont été exposées par Julie, comme cette colère envers l'inaction politique et le sentiment d'impuissance, mais il y a d'autres choses aussi qui sont partagées aussi par les adultes. Hein. Là, c'est pas forcément que les jeunes, mais donc il y a des freins qui vont être individuels et puis des freins plus collectifs et sociétaux. Donc, au niveau des freins individuels, j'ai mis un petit démon parce qu'on peut aussi les appeler les démons paralysants. Donc c'est le sentiment d'impuissance, donc voilà, de se dire que on n'a pas le pouvoir en fait pour agir et vraiment changer les choses et on se sent vraiment impuissant face à la situation qui est quand même grande et puis les crises sont multiples. Le sentiment de complexité, c'est vrai qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir des approches systémiques, de penser les choses dans la globalité et ça c'est quand même pas facile. Parfois, enfin même très souvent, on n'a pas un levier, un comportement idéal vers lequel on peut aller, une solution clé en main. En fait, c'est plus complexe que ça. Donc, parfois, la complexité fait qu'on ne va pas agir. Le sentiment de solitude aussi. Et donc là, il y a un gros enjeu à passer justement des vécus individuels à des vécus collectifs et à travailler sur les aspects plutôt collectifs, changement collectif, pour pas se sentir seul. La peur qui peut paralyser. Donc, autant les personnes qui sont éco-anxieuses vont faire partie des personnes qui prennent le plus soin de leur environnement et qui agissent déjà le plus, mais l'éco-anxiété, quand elle est trop importante, elle va justement sidérer, figer et empêcher en fait le passage à l'action. Donc la peur, de manière générale, elle peut aussi nous empêcher de nous mettre en mouvement. Et puis, il y a un autre démon paralysant qui va être la tolérance aux inégalités et le fatalisme. En gros, bah, c'est comme ça, faut bien mourir de quelque chose, on peut rien y changer, à quoi bon? Voilà. Donc ça, c'est plutôt des freins individuels qu'on peut tous ressentir de manière plus ou moins forte et en fonction des contextes. Et puis après, il y a des freins plus collectifs et qui font vraiment écho aux enjeux de société et au fait que ce sujet, il est très politique. Donc sur les freins collectifs, par exemple, il y a le contexte de consommation ostentatoire. Donc ça va être le fait de consommer, d'acheter, d'avoir des comportements en fait pour prouver notre niveau social ou en tout cas pour faire croire qu'on a un certain niveau social. Et donc ça, c'est beaucoup des comportements qui encouragent à consommer toujours plus, à consommer du neuf. Ça va pas être des comportements du type aller acheter ses habits à la ressourcerie. Voilà, c'est pas ça qui est encouragé dans cette consommation ostentatoire. Il y a aussi un manque d'équité dans les mesures de protection de l'environnement qui entraîne un sentiment d'inéquité qui ne va pas forcément inviter au passage à l'action. Donc là, par exemple, tout ce qui est fait dans certaines métropoles, agglomérations avec les zones à faible émission, donc pour réduire la pollution de l'air, et donc les véhicules trop polluants, donc souvent des véhicules un peu vieux, n'ont plus le droit de rentrer dans les villes. Donc les villes, elles vont proposer des mesures compensatoires, par exemple 500 € pour changer de véhicule, mais typiquement les personnes qui sont en difficulté financière, 500 €, ça va pas leur permettre d'acheter un véhicule neuf ou d'occasion qui aura un critère 1 ou 2. Donc finalement, les personnes qui vont pouvoir s'emparer de ça, c'est des personnes qui ont déjà un certain niveau social, niveau de revenu. Donc ça crée encore plus d'inégalités, même si à la base, là pour le coup, c'est un cadre politique. Il est intéressant de vouloir améliorer la qualité de l'air, mais la manière dont c'est fait, ça peut renforcer ce sentiment d'inéquité. Et puis, au-delà des mesures de protection, il y a aussi finalement les comportements qui sont mis en évidence, qui sont mis en valeur. Voilà, ce qui est valorisé au niveau des comportements pro-environnementaux. Ça va souvent être des comportements en lien avec, enfin, qui vont coûter plus. Donc, par exemple, le fait de manger bio, ça, c'est très valorisé et c'est vrai que, si on change rien dans notre, dans nos,
manière de cuisiner, par exemple, le bio, ça va quand même coûter plus cher. Et donc ça va être valorisé, c'est pas forcément accessible. Alors qu'il y a plein de comportements qui vont être très intéressants en termes d'impact sur l'environnement, comme le fait de savoir coudre, par exemple, de réparer ses vêtements, de savoir réparer sa cafetière plutôt que d'aller en acheter une autre, d'aller justement acheter d'occasion des jeux, des jouets, des livres. Et ben tout ça, c'est pas du tout valorisé. Alors que voilà, c'est des choses qui ont aussi du poids, de l'importance et qui sont peut-être plus accessibles économiquement au plus grand nombre. Ensuite, dans les freins aussi plus collectifs, il y a quand même une forme d'indifférence fatiguée parce qu'il y a tellement de problèmes. Là, on le ressent très fortement. C'est vrai qu'il y a les enjeux écologiques, mais il y a quand même des gros enjeux là géopolitique, de société. Et finalement, il y a tellement de crises, de problèmes, qu'on sait plus trop où mettre son énergie. En fait, tout mériterait qu'on mette notre énergie et donc on peut aussi se sentir vraiment fatigué de tous ces problèmes. Et puis, un autre frein collectif, ça va être le déni ou peut-être c'est pas complètement du déni, c'est peut-être une sous-estimation, justement, un manque de lucidité sur la situation qui va être accentué par une tendance de déconnexion au sensible et de déconnexion à la nature. Et donc ça fait référence à l'amnésie environnementale. Euh, donc l'amnésie environnementale, elle parle de deux choses. Elle parle de notre extinction d'expérience de nature, c'est-à-dire que de génération en génération, déjà, on a de moins en moins, globalement, c'est des généralités, hein, ça parle pas des individus, mais globalement, on a de moins en moins de contacts et d'expériences de nature en étant enfant. Il y a moins d'enfants qui partent en colo qu'avant, il y a moins de temps de jeu libre dehors. Donc voilà, il y a une extinction de cette expérience de nature. Et puis en fait, dans l'amnésie environnementale et générationnelle, il y a aussi le syndrome de la référence changeante. Donc ça, c'est le fait que finalement, là, moi, ma norme, ma référence, c'est l'environnement tel que je le connais actuellement. Alors que pour mes parents, et ben, leur référence, c'était l'environnement tel qu'il était il y a 50 ans. Et pour mes enfants, leur norme, c'est l'environnement tel qu'il est là actuellement. Et finalement, l'environnement se dégrade, mais on n'en a pas forcément la conscience parce que notre référence, c'est l'environnement tel qu'on le connaît au moment où on est là, notre passage sur Terre. Donc, ces deux cumulés fait qu'on a vraiment cette amnésie environnementale qui est à la fois individuelle mais aussi collective et donc cette amnésie générationnelle qui peut-être peut expliquer justement cette sous-estimation des problèmes et de la situation, de l'ampleur de la situation et des dégradations environnementales, sous-estimation de la perte de biodiversité et qui du coup fait un frein collectif de plus pour avoir la lucidité et l'envie d'agir pour préserver les choses. Et puis enfin, les deux derniers verrous au passage à l'action collective, ça va être le poids des lobbies économiques qui ont bien plus de poids que les assauts de protection de l'environnement ou de promotion de la santé et qui vont arriver à faire passer des lois ou à entraîner des normes sociales justement de consommation, de voilà tout ce qui va être la mode, fast fashion, etc. Donc là, il y a des gros poids de lobby économique et donc des gros efforts à faire au niveau éducatif pour prendre conscience aussi de ces normes sociales et de l'influence de ces normes sur nos propres comportements. Et puis le dernier verrou, c'est la dépolitisation des problèmes. Donc ça, je pense qu'on en a tous la conscience et ça fait vraiment écho à cette colère que ressentent les jeunes face à l'inaction politique, ou en tout cas ces actions, elles vont pas assez loin, elles sont pas assez ambitieuses. Face à tous ces verrous, face à tous ces démons paralysants, c'est vrai que on se peut se sentir démuni et impuissant, alors que finalement, le meilleur remède, c'est le passage à l'action. Et donc ce passage à l'action, il peut être possible en partie quand on s'appuie sur nos émotions, parce que les émotions, en psychologie, en sociologie, on sait bien que les émotions sont le moteur justement de l'action. C'est parce qu'on est en colère qu'on va avoir l'énergie de vouloir combattre des injustices. C'est aussi parce qu'on a peur qu'on va vouloir combattre le danger. Donc c'est vraiment nos émotions qui vont être le moteur du passage à l'action.
On sait aussi par rapport à tout ce qui va être changement de comportement, les déterminants des changements de comportement, on sait que, l'information, le fait de savoir, que la situation elle est problématique par exemple, ça va pas suffire à nous mettre en action. Il y a beaucoup aussi les avantages qu'on perçoit, les risques qu'on perçoit, justement comment on a la conscience de nos émotions, comment on va s'appuyer sur nos émotions et puis est-ce qu'on se sent capable de changer? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir du pouvoir d'agir sur notre vie et sur ces changements? Et puis, ce qui va beaucoup influencer notre passage à l'action, c'est aussi est-ce que notre environnement, il est soutenant? Donc est-ce que déjà, socialement, dans nos amis, notre famille, est-ce qu'on se sent soutenu dans ces changements? Et puis, plus globalement en termes d'environnement, politique ou d'environnement physique, est-ce que, l'aménagement du territoire, est-ce que, l'organisation de l'endroit, de la ville, de la campagne, là où j'habite, est-ce que ça va faciliter ma mise en mouvement et mon changement, de comportement? Il y a beaucoup de choses qui vont faire que le passage à l'action, il va être plus ou moins facilité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la part des émotions dans ce passage à l'action, elle est vraiment importante. Passage à l'action, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est, le plus petit pas possible et puis le pas de côté. Donc je précise un petit peu ça, le plus petit pas possible, c'est vraiment d'imaginer un changement qui soit réaliste et accessible, parce que justement, à viser de trop grandes victoires, on va pouvoir oublier celles qui sont vraiment à portée de main et en fait, on a besoin d'avoir des victoires, on a besoin de pouvoir célébrer, des réussites pour se redonner de l'énergie et pour aller un peu plus loin, dans nos actions et dans notre changement. Donc c'est important, voilà, de faire petit pas par petit pas. Même si parfois on se dit, franchement c'est pas parce que je fais ça que je vais changer la face du monde et donc c'est important aussi, intéressant de se dire on fait les choses pas forcément pour changer, le système, pas forcément pour changer la situation globale, mais on fait les choses pour se sentir acteur, de ce changement, pour contribuer à ce changement de cap et puis on fait les choses pour, en fait, être aligné avec nos propres valeurs et ça, en termes de santé mentale, ça procure beaucoup d'apaisement de se dire que, en étant acteur, en mettant en place mes plus petits pas possibles et ben, en fait, je me reconnecte à mes valeurs, je suis en accord avec mes valeurs et donc moi, au moins, je suis alignée et finalement, ça rejoint le pas de côté, c'est intéressant dans ces actions qu'on va essayer de mettre en place, de faire un petit pas de côté et de décider, que ce que l'on fera, on le fera, pour, avoir cette intention de cesser de nuire. C'est-à-dire, on est dans un système justement où, bah, le vivant, il est pas forcément très respecté. Le vivant dans sa globalité, humain, non humain. Et donc ça peut être intéressant de se dire: «Moi, je souhaite faire un pas de côté parce que justement je suis pas d'accord avec ce système et je veux pas être complice de ce système» et finalement, bah, mes choix d'action et mon plus petit pas possible, je vais le faire avec l'intention de cesser de nuire aux vivants de manière globale, pour ne pas se sentir complice de ce système avec lequel on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est 2 petits, on va dire, moyens un peu, mnémotechniques, ce plus petit pas possible et ce pas de côté, pour essayer d'orienter vers un passage à l'action qui s'appuie sur les émotions que l'on ressent et qui soit réaliste et qui nous permette de se mettre en mouvement d'une manière, accessible et donc qu'on va pouvoir ensuite célébrer, des réussites. Et je reprends la suite avec, un slide sur comment on peut accompagner ce passage à l'action quand on est éducateur, parent, adulte. Heu, Ce que je vous partage, c'est, issu du guide, «Parler du climat avec les adolescents» de Laëlia Benoît, la pédopsychiatre dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a aussi fait le même, «Parler du climat avec les enfants». Vous pourrez trouver les liens sur internet, ils sont vachement intéressants et donc là, je vous en fais une petite synthèse pour, vous partager, ce qu'elle a mis en avant. Donc la première chose, c'est vraiment l'accueil des éco-émotions. La deuxième, c'est être un modèle sincère, ouvert, actif, soi-même. La troisième, c'est soutenir le pouvoir d'agir des jeunes et le quatrième, c'est faire découvrir la force du collectif. Donc pour le premier, sur l'accueil des éco-émotions, la première chose, c'est déjà de comprendre nos propres, émotions en tant qu'adultes. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas hésiter à prendre l'initiative de la conversation parce que, il faut pas, éviter, enfin, il faut plutôt éviter les tabous et il faut pas éviter de parler de ça avec les jeunes parce que sinon c'est quelque chose qui va en fait, un enfant ou un ado, si un sujet n'est pas abordé, autour de lui, il va l'intégrer comme: «C'est un tabou, je n'en parle pas» et du coup, ça va, rendre difficile, le sujet.
Donc en parler, parler et écouter, des vérités difficiles, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui sont difficiles à entendre ou à vivre, mais elles existent et du coup, il faut accompagner, accepter ce sentiment de deuil environnemental que certains nomment, de perte et accompagner, les jeunes et soi-même aussi, là-dedans. Parce que sinon la peur, quand elle est associée à de la culpabilité, à de l'impuissance, ça peut, comme je vous disais tout à l'heure, induire de la détresse ou de la paralysie ou des mécanismes de défense. Donc on va essayer de les éviter en accueillant vraiment, ces éco-émotions. Ensuite, quand, Laëlia Benoît parle d'être un modèle sincère, ouvert, actif, c'est, bah, de répondre avec sincérité aux questions, des jeunes avec qui on vit ou on travaille. De se remettre en question soi-même aussi, de ses propres choix, de ses propres façons de vivre et de s'engager avec ou aux côtés de ces jeunes. Également, elle parle beaucoup des modèles inspirants, d'être soi-même ou de proposer ou de s'entourer de modèles inspirants, de choses, de projets ou de collectifs qui ont pu, faire émerger des solutions, aux enjeux écologiques pour avoir des modèles, positifs. En tout cas, ne pas déverser sa propre colère ou son angoisse seule et toujours proposer des pistes d'action, de solutions. Elle donnait un exemple d'une enquête qui avait été faite où, il y avait 2 panels de jeunes. Le premier recevait une vidéo où, en gros, c'était une vidéo avec des constats sur l'environnement. Le message principal, c'était: «C'est terrible, point». Et le deuxième panel de jeunes avait cette même vidéo, mais à la fin de la vidéo, celui qui ou celle qui l'avait fait disait: «Bah, du coup, c'est terrible, mais j'ai pris les choses en main. J'ai mis en place, telles actions au niveau individuel, au niveau collectif. Du coup, je me sens pas seule, ça me donne de l'énergie» et du coup, on voit que, quand on compare ensuite, les émotions de ces 2 panels, le premier, enfin les 2 en fait, ça réduit pas l'anxiété. Mais par contre, le deuxième avait, un sentiment d'espoir beaucoup plus fort et du coup une envie d'agir qui était beaucoup plus fort et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, les professionnels, éducatifs et de la santé mentale insistent. Quand on parle de soutenir le pouvoir d'agir des jeunes, là, la première chose, c'est de comprendre le besoin des jeunes d'être efficaces. C'est-à-dire que, évidemment, c'est important, de partir d'actions individuelles, d'actions même si parfois elles sont symboliques pour être en cohérence avec soi-même. En tout cas, il faut aussi, co-construire des actions qui ont un impact significatif et c'est là quand, les jeunes, voient que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose qui change, alors là, peut avoir un impact positif sur la santé mentale notamment. Partir de leurs envies bien sûr, définir un objectif atteignable, ça rejoint ce que Adeline a dit tout à l'heure et surtout outiller là où il y en a besoin. C'est-à-dire que parfois les jeunes ont, une idée ou un projet, hyper intéressant, pertinent. Par contre, ils n'ont pas toujours certains outils que nous, adultes, on peut avoir et du coup, là, il faut essayer de les aider, de les outiller. S'il faut un coup de main sur un budget, s'il faut un coup de main pour trouver des autorisations, pour entrer dans un réseau, rencontrer certaines personnes pour pouvoir mettre en place un projet ou s'il faut aussi accompagner le besoin de se projeter dans le temps long, parce qu'on peut aussi parfois avoir des envies et de voir le résultat tout de suite et du coup accompagner les jeunes à considérer qu'il va y avoir des étapes peut-être, mais qu'à la fin on pourra arriver à un résultat. Donc vraiment soutenir en tant qu'adulte ce pouvoir d'agir des jeunes et ensuite faire découvrir la force du collectif parce que, les éco-gestes sont essentiels comme on le disait là pour le sentiment de cohérence, mais en tant qu'adulte, qu'éducateur, le fait de suggérer des actions collectives, c'est quand même quelque chose d'important et d'essentiel parce que c'est ce qui a le plus d'impact et qui porte, beaucoup. En tout cas, il ne faut pas occulter, mais plutôt aborder les enjeux politiques, les rapports de domination, d'oppression et pour définir, l'objet de l'engagement, ça peut être de partir de notre bien commun. Rappeler que la planète, c'est quelque chose qu'on a en commun, que notre ville, notre village, notre école, c'est quelque chose qu'on a en commun et qu'ensemble, on peut penser un projet pour les défendre. Être curieux, chercher ensemble, c'est aussi, reconnaître quand on ne sait pas, soit en tant qu'adulte, c'est pas grave et on va avec, les jeunes chercher les réponses à des questions parfois complexes. Mener des projets d'envergure en groupe, c'est ce que je disais juste avant et comme l'a dit Adeline, c'est aussi très important de reconnaître les réussites et de les célébrer pour ce sentiment de reconnaissance et d'accomplissement également, qui est vraiment, essentiel. Voilà en essence, ce que Laëlia Benoît met en avant dans ses différents
écrits, interventions et guides. Et si vous voulez aller plus loin sur, la dimension des enfants, donc des plus jeunes, il y a une approche un petit peu différente aussi qui est intéressante à creuser. Vous pourrez aller les voir, vous-même. Et je redonne la parole à Adeline, puisqu'on va passer à la deuxième partie sur le partage d'expériences d'action éducative, pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux éco-émotions. Et donc pour commencer, on va vous, présenter en fait une action, donc là auprès des jeunes, une dizaine de jeunes en service civique, avec unicité et dont certains, sont présents aujourd'hui et pourront témoigner, juste après. Donc c'est une action, de sensibilisation qu'on a menée le 29 novembre au Puy-en-Velay et dont les objectifs, étaient de permettre, aux jeunes de mieux comprendre, les émotions liées au dérèglement climatique, d'identifier, les éléments en termes de posture éducative qui va être favorable à l'accueil et au partage de ces éco-émotions et puis de leur permettre d'expérimenter des activités qui permettent d'aborder ces émotions et qui vont pouvoir réutiliser ensuite, eux, dans leur temps, d'animation auprès d'autres jeunes. Donc on était 2 formatrices, ma collègue, Mélodie, Jacob, qui est chargée de projet, qui travaille sur, les projets de santé mentale en Haute-Loire et donc, moi-même. Et donc, au cours de cette journée, pour ces jeunes en service civique, donc on a alterné temps théorique, temps vraiment d'animation, d'expérimentation. Et donc là, je vais vous présenter un peu ce que moi j'ai identifié comme les temps forts de la journée, mais on verra ce que les jeunes nous en disent et peut-être il y a d'autres choses qui les ont plus marqués. Et en fait, j'ai aussi sélectionné ces temps forts parce que c'est des animations, que vous pourrez retrouver, sur le site HRESE dans le dispositif Planète CPS, ce qui fait que vous aurez en fait les déroulés, d'animation, les consignes, le matériel nécessaire, la durée et cetera. Donc c'est aussi pour ça que je vous les présente parce que vous pouvez vous en resservir, ensuite, auprès de vos publics. Donc une des premières, expérimentations, c'était le parcours des émotions. Donc le parcours des émotions, les objectifs, c'est vraiment de pouvoir, identifier et exprimer nos émotions par écrit, dans l'idée de passer d'un vécu individuel à un vécu collectif, de se rendre compte que, justement, on n'est pas seul et que, en fait, on partage un certain nombre de ressentis, même si nos vécus peuvent être différents, mais les ressentis peuvent être assez proches. Et donc là, la consigne, c'est, de demander aux personnes de témoigner par écrit et d'écrire, sur un papier, quand ils pensent aux crises écologiques et sociales actuelles, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me procure de la joie et qu'est-ce qui me fait peur? Et donc une fois que tout le monde a noté, son témoignage, on prend connaissance, des témoignages, du groupe, de tout le monde et c'est là où ensuite on peut discuter de ce que ça me fait vivre, de prendre conscience que d'autres peuvent ressentir des choses assez proches de moi. Voilà, donc ça s'appelle le parcours, des émotions. Il faut compter quand même, une bonne grosse demi-heure pour vraiment laisser le temps de se replonger, dans nos émotions parce que c'est pas si évident de se dire: «Bon, en fait, qu'est-ce qui me met en joie?» par exemple, «Qu'est-ce qui me procure de la joie?» Voilà, spontanément, on peut se dire: «Bah, là, clairement, dans les crises actuelles, il y a rien qui me procure de la joie». Mais on invite vraiment à faire l'effort de passer par ces 4 émotions-là et dans la lecture ensuite et la prise de connaissance des témoignages, de finir par la joie. Parce que c'est vrai que la lecture des témoignages peut être assez douloureuse en fait, hein, quand on lit tout ce qui met en colère, tout ce qui fait peur, tout ce qui rend triste. C'est assez fort ce qui se passe. Donc voilà, on a vécu ce parcours des émotions, avec ce groupe, de jeunes. Ensuite, une autre activité, que l'on a fait, que je voulais vous présenter, c'est halte au biais de négativité. Donc là, en fait, on fait une petite activité tous ensemble et ensuite on sépare le groupe en 2 et il y a un groupe qui doit nous dire tout ce qu'il a aimé et un groupe qui doit nous dire tout ce qu'il n'a pas aimé. Et bien sûr, les groupes ne savent pas quelle est la consigne de l'autre groupe et ensuite on se met ensemble et on débriefe et donc il y a de la surprise finalement de se dire: «Mais en fait, vous avez pas du tout vécu les choses de la même manière que nous». Donc assez vite, on se dit: «Bon, peut-être que la consigne n'était pas la même». Mais en fait, peu importe. Là, l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience que, des éléments extérieurs, donc là, c'était l'animateur, mais ça peut être l'entourage, les médias, peuvent orienter nos pensées, nos vécus, en orientant, en fait, notre manière de voir les choses, hem
en orientant en fait la manière de présenter des événements, ça va faire qu'on va s'intéresser plutôt à toutes les choses négatives, tout ce qui va mal dans le monde. Enfin voilà, vous voyez bien que des fois c'est compliqué. Les médias, par exemple, ça va être compliqué de d'avoir des informations sur les choses positives, les avancées politiques ou autres en fait, les combats gagnés. Ça, c'est pas le truc spontanément qu'on va nous partager. Et en fait, en termes de santé mentale et d'éco-émotion, justement, il y a vraiment un enjeu à arriver à orienter notre attention aussi vers les choses positives et inspirantes. Donc pas pour être dans le déni de ce qui va mal, mais pour en fait se réconforter et se dire qu'il y a aussi des choses positives et que ça redonne de l'énergie de s'intéresser à ça. Et donc là, c'est vraiment, on a un biais de négativité, plus ou moins fort selon les personnes, et donc ça va demander plus ou moins d'efforts de s'orienter et d'orienter notre attention vers les choses positives. Et donc, il y a des petites activités en psychologie positive qui peuvent permettre justement de travailler cette attention vers les choses positives. Et donc, ne serait-ce que, par exemple, le soir, en se couchant, faire le point sur les 3 moments préférés de la journée. Et puis, tout ce qui va être autour de la gratitude aussi, de pouvoir travailler notre gratitude, d'avoir la conscience des belles choses qui nous arrivent et de pouvoir ressentir la gratitude pour des humains, mais aussi plus largement pour le vivant, pour la nature, et ça apporte du réconfort. Et donc voilà, pareil, cette activité, vous pourrez la retrouver sur Planète CPS. Une autre activité qu'on a pu expérimenter donc lors de cette journée au Puy-en-Velay, c'est le Je me sens quand. Donc Je me sens quand, c'est une activité vraiment classique autour des émotions et des compétences émotionnelles, donc il y a des compétences psychosociales. Et donc là, nous, on en a fait une version adaptée pour discuter des éco-émotions. Et donc là, on va présenter des situations et les jeunes doivent identifier quelle serait leur émotion spontanée, la première émotion qu'ils ressentiraient dans cette situation. Et on leur avait proposé 4 émotions primaires, donc la peur, la joie, la tristesse et la colère. Et peut-être bien qu'il y avait le dégoût et la surprise aussi, je suis plus très sûre. Et donc, par exemple, voilà, les situations qu'on va leur proposer, c'est lors d'un repas entre amis, quelqu'un doute de la réalité du dérèglement climatique. Qu'est-ce que je ressens? Et ben donc pour certains, ça va être de la surprise, parce que franchement, qui peut encore douter à l'heure actuelle? Pour d'autres, ça va être de la colère, parce que vraiment, ça met en colère qui est toujours pas compris. Pour d'autres, ça va être de la peur, parce que ben finalement, s'il y en a encore qui doutent, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, il y a plein d'émotions qui peuvent être ressenties spontanément, la première émotion sur cette situation. Et donc là, l'intérêt de cette activité, c'est vraiment de prendre conscience que dans une même situation, on peut ressentir des choses très différentes et que toutes ces émotions-là, elles sont légitimes. Et ça fait appel à la notion d'empathie, de comprendre qu'on peut ressentir des choses différentes et donc d'être dans le non-jugement, dans l'écoute aussi et l'accueil des émotions de l'autre. Et finalement, bah, même si spontanément l'émotion elle est différente, en fait, ce qui nous anime au fond, ça peut être la même chose. Et donc l'intérêt de discuter, exprimer nos émotions pour discuter ensemble de ces situations et de ces émotions que l'on ressent. Voilà, donc une autre situation, ma conjointe refuse de prendre l'avion pour des raisons écologiques. Donc là, c'était plutôt intéressant, avec, ce groupe, de jeunes, service civique parce que c'était pas tellement une question finalement, c'est comme si ça faisait pas naître tellement d'émotions parce que c'était déjà, OK et oui, bien sûr, c'est normal quoi de pas prendre l'avion pour des raisons écologiques et là, il y a vraiment un décalage de génération parce que la même activité, avec des personnes, d'une autre génération, ça va créer plutôt de la peur ou de la tristesse. Donc ça, c'était intéressant aussi de voir que justement les situations et le ressenti sur certaines situations va être très différent aussi selon les générations et pareil pour la suivante. Je surprends mon grand-père qui parle à ses fleurs et ben là, c'était plutôt de la joie finalement, alors que, pour l'avoir animé plusieurs fois avec d'autres publics, l'émotion première pour d'autres publics, ça pouvait être de la peur parce que ce qui était perçu, c'était le déclin cognitif et se dire, «Mon grand-père, perd la tête et il se met à parler avec ses fleurs». Alors que là, pour les jeunes, c'était, ben, c'est chouette, de parler avec ses fleurs et de prendre soin, du vivant dans sa globalité. Donc c'était intéressant de voir aussi, cette différence parfois de justement d'émotions ressenties.
Donc pareil, cette activité, vous pouvez la retrouver sur Planète CPS et vous pouvez imaginer plein d'autres situations. Et sur le site, justement, vous avez l'âge à partir desquels vous pouvez utiliser ces activités. Et puis après, en simplifiant ou en proposant d'autres situations, ben, ça peut permettre de travailler avec des enfants plus jeunes que les situations là qui sont pensées plutôt pour des plus de 15 ans. Mais après, tout peut s'adapter. Voilà, donc ça c'était très brièvement, hein, mais pour vous faire un petit retour donc sur cette journée au Puy-en-Velay. Et un autre retour d'expérience qu'on voulait vous faire, pareil assez brièvement parce qu'on voudrait laisser la place aussi à la fois pour le témoignage des jeunes en service civique et puis aussi que vous ayez du temps ensuite pour échanger entre vous et puis poser des questions. Donc je vais être assez brève aussi. Donc là, c'est plutôt donc une expérience de reconnexion à la nature, parce qu'on voit qu'il y a un fort enjeu, ne serait-ce que par rapport à l'amnésie environnementale dont je vous ai parlé tout à l'heure, de se reconnecter à la nature, aussi parce que il y a des études qui montrent que les adultes qui ont une forte sensibilité environnementale sont en fait des personnes qui ont vécu des expériences fortes et agréables dans la nature en étant enfants. Donc il y a vraiment cet enjeu d'aller dehors, d'emmener vos publics dehors dès le plus jeune âge et de passer du temps dehors et de se reconnecter à la nature, aux espèces, au paysage, à la fois parce que ça va permettre de prendre soin de soi et de son lien au vivant, et puis ça peut permettre de nourrir des émotions agréables comme l'émerveillement ou la gratitude, la sérénité. Être dehors, c'est aussi une manière de s'apaiser. Pareil, là, c'est assez documenté sur les bienfaits du temps passé dehors sur la santé mentale. Le stress qui va baisser, moins de confusion mentale. Enfin voilà, donc il y a vraiment un enjeu à aller dehors et à se reconnecter au vivant. Et donc là, je vous partage une expérience plutôt grenobloise. Depuis 2022, moi j'anime un projet donc à destination des enseignants, des ATSEM et des animateurs périscolaires pour les sensibiliser donc aux enjeux de l'éducation dehors et les accompagner dans des pratiques de classe dehors. Donc c'est un projet qui a initialement qu'on a élaboré Promotion Santé et l'association Jeunes et Nature et qu'on a pu faire en 2022 grâce à un financement de Grenoble Capitale Verte et qui est maintenant repris par la ville de Grenoble. Donc dans le cadre de ce projet, il y a plus de 60 enseignants qui ont été formés. Donc là, on a été assez surpris en fait par l'intérêt des enseignants pour ce thème-là, qui sont venus des mercredis après-midi, donc sur leur temps libre, parce qu'il n'y a pas forcément encore le soutien de la hiérarchie pour ce type de pratique en extérieur. Donc des enseignants vraiment intéressés, mobilisés, et on a pu former voilà plus de 60 enseignants en 2 ans, dont les 2 tiers font classe dehors de manière régulière suite au temps de sensibilisation. Donc c'est quand même assez intéressant. Et en plus de ces temps de sensibilisation, donc il y a des temps d'accompagnement vraiment dans la durée des classes. Et donc là, c'est plutôt l'association Jeunes et Nature qui s'en occupe. Et donc c'est déjà trouver le lieu en fait pour pouvoir faire classe dehors, donc un lieu de proximité qui soit assez diversifié en termes d'espèces végétales, qui est un peu du dénivelé, enfin c'est pas le bon terme, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, ce soit tout plat quoi. Voilà, que ce soit à moins de 15 minutes, voilà, donc c'est déjà trouvé lieu. Après, on a fait des temps de sensibilisation auprès des parents aussi pour leur indiquer en quoi ça consistait de faire classe dehors, le fait que ça permet quand même de travailler le programme scolaire, parce qu'on peut travailler plein de choses dehors, on peut faire des maths, du français, mais aussi des sciences dehors. Et puis on peut aussi développer plein de compétences transversales, de coopération, de créativité, etc. Et donc, on a ensuite pris le temps de questionner les enseignants sur ce qu'ils avaient observé à travers la mise en place de ces projets, de ces temps de classe dehors. Et donc, ils nous ont dit que les enfants leur semblaient beaucoup plus curieux, plus sensibles aussi au vivant. Ils avaient un vrai intérêt pour la nature, les espèces, ce qu'ils observaient dehors. Ils avaient une bien meilleure motricité. Ça leur avait permis aussi de redécouvrir le quartier, leur environnement proche et d'aller ensuite dans ces espaces avec leurs parents pour leur faire voir justement ce qu'ils y avaient découvert.
Les enseignants nous ont dit aussi, avoir noté, plus de joie dans les apprentissages pour certains élèves et une vraie envie d'aller à l'école. Il y avait la crainte au début que, finalement les jours de classe dehors, il y ait plus, d'absentéisme, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Les enfants, ils viennent, ces jours-là, avec, motivation. Et puis, des activités différentes dans la cour. Donc, voilà, ou, même dans des cours, assez peu végétalisés finalement, les enfants vont un peu changer leurs activités et voilà, essayer de creuser des trous, chercher des vers de terre, aller gratouiller, dans les petits espaces de terre, faire, semblant de planter des graines et cetera. Donc il y a plein d'initiatives comme ça, c'est quand même la classe dehors, il y a tout un engouement autour de ça, il y a énormément de projets qui sont mis en place dans la région ou ailleurs. Et il y aura d'ailleurs au mois de mai à Marseille les trois jours de rencontres francophones de la classe dehors et avec plein d'échanges et de retours d'expérience très riches. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses. Donc il y a classe dehors, mais plus largement emmener les publics dehors, aller dehors, ça fait vraiment partie des choses intéressantes pour à la fois réguler les émotions et aussi avoir des émotions positives en étant dehors en lien avec la nature. Pour conclure notre intervention, on a mis en avant certains outils ou ressources qui permettent d'identifier, d'exprimer, d'accompagner les émotions. On ne va pas s'y appesantir trop, mais c'est pour que vous les ayez sur le support qu'on vous partagera. Donc celui-là, c'est celui dont je vous ai déjà parlé, les guides parler du climat avec les enfants ou les ados. Ça, vous aurez les liens directs. Ensuite, Adeline a parlé de Planète CPS, si tu veux en dire un mot. Voilà, donc sur le site Agir ESE, donc c'est un site qui est coporté justement par le pôle ESE au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, donc c'est Le Graine et Promotion Santé. Et donc vous trouvez à la fois des informations vraiment de fond, des articles sur des sujets, sur des thématiques santé-environnement, mais il y a aussi des techniques d'animation, une outil tech avec des ressources pédagogiques et entre autres dans l'onglet dispositifs, vous avez le dispositif Planète CPS avec à la fois une fiche repère et aussi des techniques d'animation qui font le lien entre le développement des compétences psychosociales et les enjeux environnementaux et écologiques. Et donc à chaque fois, pour chaque activité, vous avez le déroulé, la durée, le matériel, les consignes et la tranche d'âge pour ces activités. Donc là, par exemple, je vous ai mis le récit d'indignation. C'est une activité qui peut être intéressante à faire après le parcours des émotions, où justement on va se nourrir de tous ces témoignages de colère et de tout ce qui nous met en colère dans les crises actuelles. Et finalement, bah, sur la base de cette colère, on peut écrire un récit d'indignation et ce récit d'indignation, ensuite, collectivement, on peut transformer cette indignation en une action dans l'espace public pour dire notre indignation, mais aussi pour se mettre en mouvement et faire des choses dans l'espace public. Donc ça, typiquement, c'est une activité vraiment intéressante à réaliser avec des jeunes, parcours des émotions et récit d'indignation. Et c'est une activité qui a été créée sur la base des travaux de Macho Ansot. Et donc là, on vous avez mis le lien vers un guide pédagogique injuste, activer les intelligences citoyennes. Et enfin, par rapport à l'enjeu d'aller dehors, on vous a mis l'outil pédagogique Allons dehors, surtout qu'on a une nouvelle version depuis la semaine dernière, donc c'est vraiment en avant-première. Jusqu'à présent, on avait une expo plutôt à destination des professionnels avec tous les enjeux à la fois sanitaires, mais aussi environnementaux, de justice sociale et les enjeux éducatifs de l'éducation dehors, avec des études scientifiques, donc les preuves scientifiques et des témoignages de professionnels de qu'est-ce que ça apporte d'aller dehors. Et là, on a fait une nouvelle version pour compléter, qui est une version plus visuelle, avec des photos, pour aborder ces enjeux avec le grand public. Et donc, ça se présente sous forme de panneaux photos, mais aussi photo-expression. Et donc, vous avez un livret pédagogique qui vous présente la totalité de cette exposition, donc avec les deux jeux d'expo et des exemples de manières d'animer avec cette expo. Et donc, tout ça, c'est en téléchargement libre sur le site de Promotion Santé ARA. Super. Et pour terminer, je vais pas tout lire, mais en gros, c'était pour vous
rappeler et puis vous faciliter, pour aller voir ce qu'on a pu proposer, Promotion Santé Ara sur ce thème, qui mêle santé mentale et environnement. Donc un cycle de webinaires où on a abordé pas mal d'autres, thématiques, jusque-là. Des articles, des activités qu'on a pu développer en département, des conférences dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on a essayé d'approfondir la thématique de la place des professionnels de la santé mentale, la place, le travail dans les quartiers, les inégalités sociales et la question des éco-émotions et des jeunes. Notamment, vous pourrez aller voir ce guide, là, je ne sais pas si on voit ma souris là, «Faire le lien santé mentale et environnement», c'est un guide de capitalisation, c'est-à-dire qu'on est allé repérer des actions prometteuses, dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'actions ou d'acteurs qui mettent en lien, la santé mentale et l'environnement. Du coup, ça donne pas mal d'exemples et d'idées de choses, qui sont déjà faites ou de partenaires vers qui se tourner et vous trouverez aussi sur le support qu'on vous enverra, du coup, les liens directs vers tous ces différentes, expériences ou publications qu'on a pu, faire. Et on termine, quasiment exactement comme on l'avait prévu pour pouvoir laisser la parole à Delphine, Mélina et Tommy. Merci à Delphine, Mélina et Tommy qui va arriver d'avoir accepté de venir ce matin. Je vais vous laisser la parole déjà juste pour que vous présentiez, toutes les 2 ou tous les 3 si Tommy est arrivé entre-temps, avec votre prénom, votre âge et sur quel département vous êtes. Moi, je suis Mélina, j'ai 23 ans et je suis en service civique dans le Cantal à Aurillac. Et moi, c'est Delphine, j'ai 19 ans et je suis dans la même mission de service civique que Mélina, dans le Cantal. D'abord, Mélina, tu allais nous parler de qu'est-ce que c'est ton rôle en tant qu'ambassadrice santé mentale? Enfin, à tous les 3 en fait. Qu'est-ce que c'est qu'être ambassadeur santé mentale? Donc, être ambassadeur santé mentale, c'est faire des actions auprès des jeunes dont le but est de déstigmatiser et d'ouvrir la parole sur la santé mentale, prouver que ça concerne tout le monde, que tout le monde a une santé mentale. Et donc, on fait des actions par exemple, à la mission locale plus générale de déstigmatisation. Et sinon, on est appelé pour aborder des sujets plus spécifiques. Par exemple, on a été appelé pour parler des addictions. Et là, on va faire une intervention sur l'estime de soi. Et est-ce que tu veux nous préciser un peu quel type de jeunes vous rencontrez dans vos missions? Ou qu'est-ce que c'est d'être pair à pair? Parce que c'est le principe des ambassadeurs santé mentale, c'est d'être en pair à pair. Donc, les jeunes qu'on rencontre, c'est des jeunes de 16 à 25 ans, du coup. Donc, c'est les structures qui nous contactent, donc avec qui on a un échange. Et c'est des jeunes soit de la mission locale, par exemple, ou alors dans des lycées. Sinon aussi, on est intervenu dans un groupe de formation qui s'appelle Ozengo, donc des étudiants aussi. Et notre posture de pair à pair, c'est donc de jeune à jeune. Donc c'est montrer qu'on est engagé pour la santé mentale et montrer que finalement on est tous concernés et que comment dire s'identifient à nous et qu'ils puissent peut-être se confier plus facilement qu'à des professionnels ou qu'à des adultes parce que du coup ben, on a à peu près du même âge et donc c'est vrai que on représente un peu une figure de repère et d'identification auprès de ces jeunes-là. Mmh. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir ambassadeur ou ambassadrice? Alors moi, du coup, quand je suis venue à Unicité, je savais pas du tout que j'allais être en bimission. Donc en fait, il n'y a rien qui m'a... Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, j'étais pas au courant que j'allais être ambassadrice santé mentale en même temps qu'être éco-volontaire. Et donc, au premier abord, il n'y a rien qui m'a donné envie, parce que déjà, j'étais même pas au courant. Mais après, je me suis dit que ça allait être l'occasion de parler d'éco-anxiété. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, Ouais. l'éco-anxiété, le sujet Mm. de l'éco-anxiété qui m'a donné envie Oui. d'être ambassadrice. Oui, parce que du coup, on a le volet santé mentale, mais on est aussi donc éco-volontaire, c'est-à-dire que on va faire par exemple des chantiers nature en faveur de la biodiversité. On va faire aussi des interventions
pour sensibiliser à l'écologie. Et là, par contre, nos interventions, on peut les faire à partir du plus jeune âge. Par exemple, on a déjà travaillé avec des maternelles. Donc voilà, il y a deux volets sur notre mission. Et ben, on peut peut-être parler de la journée de sensibilisation que Adeline a illustrée. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Ben, déjà des outils et une autre approche, parce que c'est vrai que moi, je j'avais jamais euh, eu cette approche centrée sur les émotions autour de l'éco-anxiété. Donc, ouais, une nouvelle approche, une nouvelle vision. Je suis d'accord. Après, moi, contrairement à Delphine, je connaissais vraiment pas l'éco-anxiété, donc ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que c'était. Et c'est vrai que j'étais même pas au courant que certaines personnes pouvaient ressentir ça vis-à-vis de la crise écologique, etc. Donc ça m'a vraiment permis de découvrir, de m'informer. Et comme disait Delphine, ça a été super intéressant d'avoir des outils. Je trouvais que les outils, ils étaient vraiment bien amenés et que ça peut vraiment être sympa d'animer avec ces outils-là. Donc voilà. Et est-ce que, vous avez eu «le temps» entre guillemets ou pas encore, on va voir de mettre en pratique peut-être des choses, qui parlent des émotions et des enjeux écologiques? Vous pouvez peut-être rappeler d'ailleurs comment ça fonctionne quand on est ambassadeur, ambassadrice, vous avez commencé à quel moment et jusqu'à quand dure votre mission? Alors, on a commencé le 15 octobre. Et pour ce qui est des actions concernant la parole autour de l'éco-anxiété, ben, en fait, on n'a fait qu'une seule intervention pour parler d'éco-anxiété. Ben, c'était une action dans à l'IUT, c'est une université. Oui, Ouais. Donc, on était en collaboration avec une autre équipe, donc l'équipe Ciné Débat. Donc, on a animé avec un court-métrage. Et donc, on s'est basé sur ce court-métrage pour poser des questions autour de l'éco-anxiété et de l'inaction politique, parce que c'était surtout autour de ça enfin, surtout de ça dont parlait le court-métrage. Et puis après, on a fait un jeu autour des valeurs. Donc, on avait les cartes des valeurs et les personnes devaient choisir les cartes. Et ensuite, on leur a posé la question de bah, comment est-ce que vous pourriez mettre à profit ces valeurs euh, pour, euh, pour la biodiversité et dans une démarche écologique. Moi, je m'appelle Tommy, j'ai 22 ans. Donc moi, je suis sur l'antenne du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Euh, donc, ambassadeur de la santé mentale. Euh, Avant tout parce que c'est une thématique qui me touche au niveau personnel, au niveau de mes proches, etc. Euh, donc j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice, on va dire, et d'agir pour la déstigmatiser et la promouvoir de manière plutôt positive, ce qui sont les deux axes en fait de notre mission, donc ça tombe plutôt bien. Euh, et au niveau de l'éco-anxiété et de l'information qu'on a eue qui remonte déjà à il y a pas mal de temps, qu'est-ce qu'on a retenu? Bon, beaucoup de choses, hein, parce que on a vu pas mal, notamment au niveau concret, d'outils en fait qui nous ont été présentés sur des outils en fait d'animation, hein, tout simplement, mais Mmh. comment amener le sujet, la question. Sachant que nous, au Puy, en fait, on a une particularité, c'est on a une autre mission, en fait. On est en bimission, les ambassadeurs santé mentale. On a une mission qui est plutôt axée sur l'environnement. Euh, du coup, on a même pu prendre, en fait, notamment ce qui est des émotions. En prendre de ça pour essayer d'injecter un petit peu dans notre mission, parce que forcément, quand on parle euh, environnement au sens large, hein, que ce soit effectivement de l'état du climat,
de capitalocène, etc. euh, et de comment ça nous impacte directement. Euh, on- Disons que les problématiques et l'impact concret que ça a sur les personnes qui peuvent être euh, nos bénéficiaires, on va dire, d'intervention, euh, remontent, et donc c'est assez visible. Euh, euh, Et, euh, et donc ouais, sur comment réagir en fait de manière générale à ça, essayer de donner des outils pour pouvoir comprendre en fait pourquoi on ressent ça, pouvoir mettre des mots dessus, l'exprimer, euh, et même donner des outils pour potentiellement essayer danser entre les chaînes, je dirais plutôt, parce que on peut pas, en un claquement de doigts, supprimer euh, un- de l'anxiété comme ça, mais des outils qui permettent de faire avec. Et en groupe, on était en train de discuter sur comment passer au niveau individuel, ce qu'on peut donner au niveau individuel et une prise de recul qu'on peut avoir vis-à-vis de la situation climatologique, etc. Euh, comment on peut passer de cette chose individuelle à quelque chose de plus collectif, et pour avoir quelque chose de plus actif et mobilisateur. Voilà. Mais euh, nous, en tout cas, on n'en est pas jusque-là au niveau d'ASM. Euh, mais c'est là où se tire une ligne, on va dire, une limite. Euh, mais du coup, voilà, ça nous a apporté en termes, on va dire, techniques. Mhm. Euh, voilà. Je sais pas si j'ai OK. été clair. Alors merci pour ton retour, ouais, sur, ta place, ton rôle et cette expérience-là. Il n'y a pas de souci. On va, poursuivre avec donc des questions que vous nous avez remontées dans le pad. Il y en a certaines, c'est des questions de précision, donc je vais commencer par celle-là. D'abord, oui, clarifier le terme effondralgie et collapsalgie. Donc, collapse, c'est l'effondrement en anglais déjà et donc ça, c'est une notion développée par Charlene Schmerber et l'idée, c'est de parler des émotions ressenties et qu'elles sont liées à une dimension systémique des crises, donc la crise sociale, économique, environnementale, hem les crises Covid aussi, sanitaires et que toutes ces crises ont différents impacts, que ce soit la dégradation de l'environnement naturel, des guerres, des pénuries, des épidémies, des difficultés, des inégalités, l'extinction des espèces. Tous ces phénomènes-là, en fait et c'est cet, enchevêtrement qui fait, souffrance et qui crée des émotions et pas seulement, entre guillemets, le changement climatique en lui-même. C'est voilà, une vision plus systémique et du coup, c'est pour ça qu'elle avait, ajouté ce mot-là que je trouvais intéressant à intégrer. Ensuite, pourquoi il y avait une question sur, le lien entre éco-émotion et éco-anxiété, donc c'est bien en fait, parmi toutes les émotions qu'on peut ressentir, un des, ressentis, ça peut être de l'anxiété et simplement comme quand je l'ai présenté, peut-être il y a une petite confusion parce que le mot éco-anxiété, c'est celui qui est utilisé vraiment très largement médiatiquement et que j'ai appelé un peu le mot parapluie là, heu et que certains à l'intérieur, ça va intégrer les éco-émotions, mais en fait, les éco-émotions effectivement sont beaucoup plus larges et vont au-delà de, la question de l'éco-anxiété. Il y en a qui utilisent même des termes comme l'éco-colère, l'éco-rage, enfin voilà, toutes les émotions liées au côté, écologique ou plus largement que ça, comme on vient de le voir. Et le dernier point de précision, c'était, pour quelqu'un qui est éco-anxieux de faire des petites actions. Est-ce que c'est pas ça va pas forcément être suffisant? Donc là, effectivement, il y a le côté faire le plus petit pas, comme le disait Adeline et à la fois, on a pu le voir, c'est des actions impactantes qui doivent être, engagées pour que, on voit un changement et qu'on puisse célébrer ça et que ça ait un impact positif sur le sentiment ben, de possibilité d'agir en fait et donc sur la santé mentale.
Une des questions qu'on a sélectionnées dans la continuité, c'est est-ce qu'on doit adapter les interventions sur la thématique de l'éco-anxiété et l'ouvrir aux éco-émotions pour permettre d'échanger justement sur d'autres types d'émotions que l'anxiété. Donc oui, c'est un peu nous ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment d'être plutôt sur l'approche éco-émotion, en fait sur les émotions, nos ressentis, notre vécu, nos émotions. Ne pas être uniquement sur l'anxiété parce qu'en plus on a vu que selon la tranche d'âge, ben, c'était pas toujours l'anxiété la plus forte, ça pouvait être la tristesse, ça pouvait être la colère. Donc en effet, on vous invite vraiment à ouvrir sur les émotions que l'on ressent dans les situations de crise actuelles et à pas faire le focus uniquement sur l'anxiété. Et pour les plus jeunes, il y avait la question aussi pour les plus jeunes, est-ce qu'on parle d'éco-anxiété ou est-ce qu'on propose d'autres types d'interventions? Donc c'est vrai que pour les vraiment plus jeunes, bah, il y a déjà tout ce qui va être plutôt le lien au vivant et donc toutes les actions de reconnexion aux sensibles, de temps passé dehors. Et après, ça n'empêche pas d'ouvrir des espaces de parole parce qu'il y a des jeunes qui, enfin, tout le monde ressent des choses par rapport à ce qui se passe en fait. Donc déjà créer les espaces de parole, c'est déjà beaucoup. Et puis tout ce qui va être développement des compétences psychosociales et donc le fait de comprendre ce qu'est une émotion, d'arriver à les identifier, ben ça va aider à tout âge et pas uniquement face aux enjeux climatiques ou environnementaux. C'est des compétences qu'on va utiliser dans notre quotidien, mais qu'on peut développer dès le plus jeune âge. Et justement, comme on a quand même une société qui peut parfois avoir tendance à nous couper de nos ressentis et de notre part sensible, ben, tout ce que l'on va pouvoir faire avec des jeunes enfants sur cette reconnexion à nos besoins, notre conscience, nos émotions, ça va de toute façon être intéressant pour aborder ensuite ces sujets-là. Si je peux juste compléter sur les éco-émotions, tout à l'heure tu parlais de la joie qui pouvait être difficile à ressentir, mais en fait, enfin, au contraire, il y a plein de sources de joie, d'empathie, d'espoir qui peuvent être, ressenties, notamment quand on est en contact avec la nature et notamment quand on se met à mettre en place des actions soi-même ou prêter attention aux actions que d'autres portent et que peut-être on aura envie un jour de rejoindre et qui fonctionnent, qui portent leurs fruits, qui arrivent à des décisions, par exemple, bah, le combat des militants contre la 69 là qui aboutit ou enfin célébrer chaque réussite, que ce soit les nôtres ou celles des autres, se rendre compte qu'on peut aussi en recevoir de la joie Mmh. et de l'espoir. Et peut-être je voudrais revenir sur le plus petit pas possible qu'on peut associer à des actions peu impactantes, mais en fait, on a tous commencé par un petit pas. Et c'est parce qu'on a des petits pas et des réussites qu'on peut se sentir fier et qu'on peut se sentir capable d'aller plus loin. Donc ne pas négliger ces petits pas, voilà, parce que ça commence toujours par un petit pas, mais justement l'idée c'est que chaque personne arrive à définir quel est son plus petit pas et en fonction de où elle en est, ben, son plus petit pas va être plus ou moins impactant, mais en fait on a tous commencé par des petits pas. Mmh. Donc si on continue dans vos questions, quelqu'un demande par rapport à la fresque du climat. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fresque du climat? Quelles sont les limites? Est-ce que c'est un complément au travail sur les éco-émotions, un supplément? Comment l'utiliser? Donc par rapport à ça, je vais vous mettre dans la conversation un lien vers un article, moi, que j'ai vu ces jours-ci, d'une étude qui justement essaye de voir quel est l'impact de la fresque du climat sur les changements de comportement. Et donc ce qu'elle met en évidence, cette étude, c'est que finalement, il y a assez peu de changements de comportement. Il y a moins de 30% de personnes qui changent de comportement dans le mois qui suit. Et si on se projette plusieurs mois après, c'est encore moindre. Et finalement, les personnes qui engagent un changement de comportement sont des personnes qui étaient déjà les plus investies. Et donc, les personnes, les chercheurs, euh, invite justement à compléter ou en tout cas à avoir d'autres types d'interventions qui sont plus basées sur les émotions. Enfin, c'est vraiment ça qui ressort de cette étude, donc on est en plein dans le sujet. Et sur les aspects aussi plus systémiques et politiques, parce que pour que les personnes puissent engager leur changement, il faut que l'environnement soit favorable à ces changements et soutenant. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas limiter à des comportements individuels, à de la responsabilité individuelle, parce que forcément, c'est aussi l'environnement dans lequel on est qui va nous soutenir dans nos efforts pour changer. Mais en tout cas, je vous invite à lire cet article assez intéressant donc sur cette étude, c'est d'actualité.
Il y avait ensuite des questions autour du public adulte senior, puisque ce qu'on a mis en avant, c'est que, aujourd'hui, on parlait des jeunes, mais qu'un des verrous, c'était finalement, l'inaction des adultes ou le modèle des adultes qui n'agiraient pas assez ou qui ne parlent pas du sujet. Du coup, déjà pour préciser, quand j'ai parlé des personnes âgées comme des personnes vulnérables, c'était, vulnérables au changement climatique en tant que personnes plus vulnérables. Par contre, sur les questions d'éco-émotion, au contraire, on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre l'âge, donc les personnes les plus âgées en ressentent beaucoup moins, d'éco-anxiété notamment et une corrélation aussi avec les choix politiques. Donc plus on est vers, la droite, l'extrême droite, moins on ressent, généralement, cette éco-anxiété. Ça, c'est les grandes tendances et donc là, il y avait une question sur, c'est une question ou une remarque, mais que c'est aussi important de mobiliser les seniors, les adultes dans des actions et que, il y a aussi, une utilité à développer cette complicité intergénérationnelle et que des personnes plus âgées s'engagent aux côtés des plus jeunes pour agir et donc là, on va croiser le besoin de sensibiliser aussi les adultes pour qu'ils se rendent compte et qu'ils sachent que c'est important, essentiel, qu'eux aussi, travaillent les émotions qu'ils traversent quand on peut leur parler de tous ces changements environnementaux et de leur rôle en fait, pour accompagner les jeunes générations. De ne pas juste, rejeter, le fardeau sur, une autre génération, mais de prendre sa place et de prendre sa part, également. Donc effectivement, toutes ces actions-là sont aussi, intéressantes et importantes. Et en parallèle de ça, c'est vrai que autant à l'heure actuelle, c'est quand même, enfin, on en parle quand même et ces termes d'éco-anxiété, ils sont quand même répandus, mais pour d'autres générations, c'était pas dit, c'était pas reconnu, et donc il y a aussi des personnes d'un certain âge qui sont en souffrance parce que toute leur vie, elles ont voulu s'engager et elles ressentaient de l'anxiété, de la colère, parce que ça fait quand même plus de 50 ans qu'on sait qu'on va dans le mur, donc c'est pas nouveau comme ressenti, et ces personnes-là, elles ont pas forcément eu de soutien et d'espace pour pouvoir exprimer leur éco-anxiété, et donc il y a aussi cet enjeu-là d'aller chercher ces personnes-là pour qu'elles puissent trouver du soutien et agir avec des plus jeunes. Mmh. On peut prendre l'exemple du remembrement au moment où dans les campagnes, on a détruit en fait les paysages, les bocages, les haies fruitières, les arbres. Il y a une bande dessinée qui l'exprime vraiment très bien, c'est la tristesse ressentie par les enfants et les adultes à l'époque de voir leur, environnement direct être complètement détruit, en direct. En fait, c'est quelque chose qu'ils ont vécu. Là, c'était un choix politique du coup, à l'époque, mais c'est un sentiment qui peut être partagé. On peut aussi, pour certains, faire ce parallèle-là. Hésitez pas à Ouais. réagir aussi dans la conversation, hein, si vous voulez compléter, parce que là, c'est voilà, c'est nos réponses spontanées, mais probablement que parmi les personnes présentes, il y a aussi d'autres éléments de réponse, donc n'hésitez vraiment pas à compléter dans la conversation. Une autre question qui était posée par un groupe, c'est finalement, quand on travaille sur les compétences psychosociales, comment on introduit les enjeux plutôt écologiques, si on a déjà l'habitude de travailler sur les compétences psychosociales. Donc là, j'avais à peu près 2 éléments de réponse. Enfin, déjà, il n'y a pas de recherche, enfin, c'est pas prouvé que travailler sur les compétences psychosociales, ça va avoir un impact positif sur notre conscience écologique ou notre pouvoir d'agir environnemental. Voilà, le travail sur les CPS, c'est prouvé que ça agit sur le climat scolaire, les relations parentales, nos consommations de produits, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur les enjeux écologiques et environnementaux, il n'y a pas encore de recherche vraiment formelle. Voilà. Premier point, mais malgré tout, quand on regarde quelles sont ces compétences psychosociales, en fait, on se rend compte que toutes ont un intérêt pour renforcer le pouvoir d'agir à la fois individuel ou plus collectif sur ces enjeux de société, parce que ce soit le fait de pouvoir coopérer, résoudre des problèmes, être créatif, d'avoir de l'empathie, de pouvoir exprimer nos émotions, toutes nos capacités de négociation, de plaidoyer, tout ça, ça va être utile forcément là dans notre quotidien, c'est utile. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, de manière globale, quand on travaille sur les compétences psychosociales, parfois on thématise, mais parfois non. Parfois, le fait de développer ces compétences psychosociales, ça va être utile dans notre quotidien et pour tous les sujets. Donc, on n'est pas obligé de le faire dans l'intention de travailler sur les enjeux environnementaux. Ça, c'était le premier point. Mais si on décide de le faire, eh ben, c'est ce qu'on a fait sur Planète CPS. On prend des activités
des CPS classiques et connus, et on intègre la question des enjeux environnementaux, écologiques, sociaux dans la manière dont on va poser des questions, dans le choix des mises en situation, dans les questions du débriefing, dans la discussion qu'on va avoir après l'activité. Donc les deux sont possibles. On peut rester sur des CPS globales ou on peut faire des CPS au service des enjeux environnementaux, et dans ce cas-là, c'est vraiment dans le choix des mises en situation ou dans la discussion du débriefing, puisqu'à chaque fois, quand on fait une activité sur les compétences psychosociales, ensuite on discute de ce qu'on a vécu et de quelles compétences on a mis au travail et à quoi nous servent ces compétences. Et donc c'est dans la discussion qu'on peut justement faire le lien avec les enjeux actuels et se dire, voilà, à quoi ça sert actuellement, par exemple, d'être conscient de nos forces, à quoi ça sert face aux enjeux climatiques d'avoir des compétences de plaidoyer ou de négociation. Donc c'est dans la discussion que le lien il va se faire. Plusieurs questions sur, comment ne pas susciter de l'anxiété, auprès de publics, de jeunes qui n'ont pas conscience des enjeux ou qui ne ressentent pas forcément, de détresse à ce sujet-là. Ça, c'est sûr que c'est toujours une des questions que les adultes se posent et c'est ce que je disais un peu, au début et ce que Laëlia Benoît met vraiment en avant, c'est que déjà la première chose, c'est qu'effectivement, en tant qu'adulte, il faut pouvoir, travailler et reconnaître ses propres émotions et ne pas en être débordé avant d'aborder la question avec, les enfants ou les adolescents. Mais après, il y a vraiment un enjeu à arrêter de voir ça comme un tabou ou à penser que c'est quelque chose des émotions difficiles dont il faudrait protéger, les jeunes ou les enfants. En fait, bien souvent, elles sont là, elles existent, c'est des vérités difficiles qui sont déjà présentes et qui vont s'accentuer et donc l'important, c'est de reconnaître aussi que c'est en lien avec faire le lien avec cette empathie naturelle, cette lucidité qu'on peut avoir quand on parle de ces sujets-là et insister sur ce volet, sur ce plan. En tout cas, ne pas en parler, c'est justement ça qui, dans les études, montre que ça fait encore plus souffrance pour les jeunes et pour les enfants. Du coup, pour approfondir ça, je vous conseille vraiment d'aller lire les 2 guides, «Parler du climat, avec les jeunes et avec les enfants». Vous pourrez avoir un peu plus d'infos, là-dessus. Il y avait, quelque chose que tu voulais Et peut-être rajouter, pour Adeline? compléter, voilà, c'est vrai que cette question d'anxiété, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, en tout cas sur tous les sujets de santé-environnement, où on se dit, si on parle justement de toutes les problématiques environnementales et de tous les produits, tous les polluants, tout ce qu'il y a dans notre environnement tous les jours qui a un impact sur notre santé, en fait, c'est tellement anxiogène que vaut mieux ne pas en parler, ou en tout cas comment on fait pour que ce soit pas trop anxiogène, parce que c'est vrai que tous les sujets de santé-environnement, quand on parle de perturbateurs endocriniens, de radon, de pesticides, enfin c'est vrai qu'on se dit bon, c'est problématique tout ça, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc en fait, à chaque fois, ce que montrent aussi des retours d'expérience des acteurs de terrain, c'est que si on est sur de la transmission d'informations associée à l'identification des éléments sur lesquels on peut agir, et ben en fait, ça permet forcément de baisser ce niveau d'anxiété et se dire, OK, on est face à une situation problème, mais on a des solutions. On peut changer des choses, on peut faire du tri dans nos produits cosmétiques, on peut décider de manger autrement, etc. Donc en fait, il y a toujours ce côté information plus identification des leviers sur lesquels on peut agir. Ne pas se limiter évidemment à l'information, parce que là, c'est sûr qu'on va pouvoir créer de l'anxiété, et c'est un peu aussi la limite de la fresque du climat, c'est que on est beaucoup sur l'information et les personnes peuvent justement avoir un pic d'anxiété suite à la fresque et ne pas forcément identifier ce qu'elles peuvent faire et comment elles peuvent agir. Donc il y a vraiment toujours ces deux volets-là. Oui, l'information, parce que c'est vrai, il y a des il y a des problèmes réels, et de ma place ou collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut essayer d'agir? J'étais en train de me demander si les ambassadeurs santé mentale, vous aviez quelque chose à dire là-dessus est-ce que vous avez une expérience ou quelque chose, à ajouter sur parler de ces sujets avec des jeunes, que ce soit peut-être des membres de votre groupe pendant la formation ou des jeunes que vous avez pu rencontrer? Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose? Déjà, quand on a construit l'animation, on ne s'est pas dit enfin, c'était pas dans notre objectif en fait de ne pas susciter la peur. En fait, pour ma part, je pars du principe que, enfin, c'est normal que ça suscite de la peur.
Donc, j'avoue que je sais pas trop comment répondre à cette question. Après, c'est vrai que des fois, ça peut être paralysant. Et dans ce cas-là, enfin, on a intérêt à gérer cette paralysie. Mais en fait, je saurais pas répondre à votre question, là, j'avoue. Ça y répond en partie du fait que, du coup, Ouais, toi, tu pars du principe que, cette émotion est là et qu'en fait, il faut faire avec et plutôt, ouais. l'accompagner. C'est un peu Mhm. ce qu'on propose parce que quand les adultes, occultent le sujet, bah, c'est ça qui peut être souffrant ou qui peut faire de la détresse chez les jeunes. Tommy, tu voulais rajouter quelque chose? Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, faut faire avec l'anxiété si elle est présente. Euh, Souvent, en fait, on voit qu'elle est déjà présente, hein. On n'en rajoute pas forcément. On la fait plutôt ressurgir. Euh, on, on fait mettre des mots dessus, en fait. C'est plutôt ça qu'on fait. Euh, Après, c'est vrai qu'on est limité, par contre, sur euh, comment le résoudre, parce que là, c'est une toute autre question. Et nous, à notre échelle, on peut pas, euh, en un claquement de doigts, annihiler l'anxiété des, de nos bénéficiaires. Ce serait quelque chose qui devrait se faire plus sur la longue, mais oui, oui, c'est vrai on cherche pas forcément à l'éviter, mais on essaye quand même de rassurer en disant que c'est quand même possible de faire quelque chose, mais que par contre, bah, il faut faire quelque chose. Euh, c'est possible, mais c'est aussi nécessaire. Euh, donc c'est peut-être plus une manière de détourner cette anxiété euh, quelque part en force d'action peut-être. Voilà, plus détourner plutôt que d'éviter Mmh. de susciter l'anxiété. D'accord. Merci pour vos retours. Il y avait une peut-être dernière, on va voir le temps qu'on aura, une question sur, la question du surmenage finalement. Si on pousse à l'action et qu'on accompagne des jeunes à s'engager, notamment sur des actions collectives, comment on s'assure qu'ils vont pas, ou on va pas se laisser déborder par le besoin d'agir qui pourrait être un puits sans fond avec l'engagement militant, notamment? Heu, alors je vais vous mettre dans la conversation un article qui est sur le burn-out militant, que j'ai trouvé intéressant, je sais plus où c'est. On peut le Là, dans mettre, le chat. Julie. Tu le mets? Hop, c'est bon. Ouais, c'est bon. Heu, Ça, c'est un article, une ressource et du coup, la 1re chose, c'est selon les collectifs et les organisations, c'est aussi des modalités d'organisation. C'est comme dans le travail, en fait, les organisations de travail peuvent créer du surmenage et ben, dans les collectifs militants, c'est pareil. Donc, l'important, c'est d'accompagner les jeunes à se rendre compte que c'est autant essentiel d'agir que de travailler sur le bien-être, le collectif, les relations à l'intérieur du collectif. Parce que sinon, en fait, on va faire une action et on va se cramer ou il va y avoir des difficultés relationnelles et ça va s'arrêter. Du coup, ça va pas pouvoir continuer. Donc pour pouvoir, inscrire les actions militantes dans la durée ou même pas militantes, des actions, qu'on peut porter, seul ou avec, son groupe, à l'école ou son groupe de copains ou d'amis, il faut savoir reconnaître aussi ses propres limites et ne pas aller trop loin, se préserver des temps pour soi, ne pas, passer tout son temps, dans l'engagement ou dans l'action, par exemple et garder toujours un espace de temps, pour des choses qui nous font du bien. Ça, c'est une des recommandations, par exemple, dans les collectifs militants qui travaillent sur le bien-être, sur les limites et puis, bien sûr, ben, le fait d'essayer ou de se trouver entouré par des personnes qui vont être sensibles à ces questions ou qui vont pouvoir être des soutiens ou des personnes avec qui on peut en parler parce que une des difficultés, c'est aussi, ben, quand on agit puis qu'en face,
dans son entourage proche, il y a pas de répondant ou au contraire, on peut avoir une image stigmatisée, du passage à l'action sur ces domaines-là. Là, ça peut être, complexe donc ce qu'on appelait tout à l'heure, s'entourer d'exemples inspirants ou faire évoluer finalement aussi, les relations qu'on peut avoir en intégrant d'autres groupes, d'autres collectifs, d'autres activités, ça peut être aussi un moyen de se préserver. Et une toute dernière question, mais forcément la réponse sera très très brève par rapport à l'enjeu en plus qui se cache derrière. C'est sur les inégalités sociales et le cumul justement d'inégalités sociales et environnementales. Donc un groupe questionne sur comment on peut mettre en place des actions auprès de jeunes en situation de précarité et de vulnérabilité sans renforcer un sentiment d'injustice qui est déjà vécu sur d'autres thématiques. Voilà Enfin, c'est vrai que de fait, il y a un cumul d'inégalités sociales et environnementales et il y a vraiment un enjeu à agir chacun, là, en tant que professionnel, pour plus de justice sociale et environnementale. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Donc, en tout cas, déjà, avoir conscience de ces inégalités, c'est bien. Et comment elles se traduisent, ces inégalités? Donc, sur les inégalités environnementales, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà le fait que les personnes en situation de précarité sont celles qui vont être le plus impactées par les changements climatiques. Par exemple, la précarité énergétique, ça concerne les logements mal isolés l'été, enfin l'hiver, mais aussi l'été justement. Ensuite, les personnes en situation de précarité vont aussi être les personnes qui vont globalement habiter dans des lieux, des espaces, des zones qui sont plus pollués, parce qu'en bord d'autoroute, par exemple, proche d'usines, etc. Donc il y a ce cumul-là d'inégalités. Il y a aussi le fait qu'elles aient moins accès à des espaces de nature, soit parce que là où elles vivent, c'est peu végétalisé, soit aussi parce que elles ont moins de vacances. Et quand elles sont en vacances, elles vont pas forcément avoir les moyens de partir, se mettre au vert. Voilà, et aussi il y a l'inégalité en termes d'accès au débat. Et c'est peut-être là-dessus aussi où vous pouvez agir. C'est que finalement, les personnes en situation de précarité, on leur donne moins la parole dans les débats qui concernent les enjeux écologiques parce qu'on part du principe que c'est pas leur priorité. Et donc ça a tendance à changer, mais il n'empêche que vous, justement, si vous avez la possibilité de travailler, d'animer auprès de jeunes en situation de précarité, créer cet espace et leur permettre de s'exprimer et de ensuite peut-être mener des actions qui leur redonnent de la place dans le débat, c'est déjà super intéressant parce qu'en fait, cette place, ils ne l'ont pas de fait. Et tout ce qui va être des actions plutôt en termes d'aménagement du territoire, de revégétalisation, de remettre de la nature en ville, dans les quartiers, et toujours pareil, emmener les publics dehors, c'est aussi une manière de lutter contre ces inégalités d'accès à la nature et de fréquentation de nature. Et donc, il y a des inégalités d'accès à la nature qui sont liées à nos revenus, mais aussi au genre. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Les hommes vont fréquenter la nature plus pour des activités de loisirs, et donc ça va être plutôt de la pleine nature, alors que les femmes, par exemple en ville, elles vont plutôt fréquenter les parcs urbains pour garder les enfants. Donc il y a aussi les rôles sociaux qui vont impacter dans notre lien à la nature et notre fréquentation de la nature. Donc il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on peut essayer d'agir pour essayer de contrer et de diminuer ces inégalités. Sur ce sujet, je vous invite à regarder ce que peut faire Banlieue Climat, qui est une association qui intervient justement dans les quartiers pour former les jeunes des quartiers sur ces questions d'enjeux climatiques et leur redonner du pouvoir d'agir. C'est assez passionnant. Merci à toutes et à tous.